Bonjour à tous, chers fans de hockey junior, et bienvenue à une autre édition du Balado aux quatre coins, le podcast officiel de la LHJMQ. À l'émission aujourd'hui, Alexandre Régimbal s'amène et on va faire le tour de toute cette actualité avec cette fin de saison. Il reste, là, dépendamment des équipes, environ 4 à 5 matchs d'ici la fin du calendrier régulier. Dans l'Ouest, ça se bat entre les Voltigeurs de Drummondville et l'Armada de Blainville-Boisbriand pour le sommet de l'association. Dans l'Ouest, les Saguenayens de Chicoutimi qui ont l'air d'un rouleau compresseur en ce moment, mais même chose du côté des Wildcats de Moncton. Et bien sûr, il y a les courses aux différents honneurs individuels. Alors, on a tout ça à jaser avec Alex Régimbal. Et également, un peu plus tard à l'émission, ça aura été la surprise de la saison jusqu'à la fin du côté de Drummond. Alors, on s'entretient avec un des vétérans de l'équipe, Renaud Poulain, sa 3e saison à Drummondville. Il était là lorsque l'équipe avait atteint la Coupe Memorial, le tournoi de la Coupe Memorial. Il y a de ça quelques années. Il est toujours là. Alors, on va parler avec Renaud, qui est un des très bons joueurs des Voltigeurs cette saison, pourrait atteindre bientôt le plateau des 30 buts. J'en profite pour vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné à la page YouTube de la LHJMQ, faites-le. Laissez également une mention j'aime sur cet épisode et n'hésitez pas à nous dire, là, avec les séries qui s'amènent, laissez-nous savoir en commentaire qui vous aimeriez entendre à ce micro dans les prochaines semaines. Et également, on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion en mode audio. OK, on s'en va maintenant faire le tour de l'actualité avec Alex Régimbal. J'avais vraiment hâte d'y parler cette semaine. Alex Régimbal, comment ça va? Ah, ça va bien, Max. Toujours un grand plaisir de te parler. J'espère que tu te portes bien aussi. Je me porte bien. Le changement d'heure est arrivé une journée printanière comme il se fait peu habituellement au début du mois de mars. Donc, difficile de mieux aller. Je revis ces derniers jours, carrément, rien de moins, comme un papillon au printemps. Je suis content. Je suis content que tu aies pu vivre ce moment-là. Je suis content que tu me le partages par ailleurs. Et je suis content que tu te sentes comme un papillon au printemps. Moi, j'ai fait du ski en fin de semaine. J'ai choisi ma bonne journée dimanche, ma seule journée de ski. Ça a été. Je l'ai choisi parce que d'après moi, ça va être compliqué les prochaines semaines. Maudit chanceux. J'ai pas pu en faire autant que je voulais cette année, mais ce sera pour une autre discussion. Alex, on a beaucoup à se jaser cette semaine. Pardon? Tu viendras au chalet? Il est où le chalet? Saint-Sauveur. Oui. T'attends, là? Non, c'est que j'allais dire quelque chose, puis j'irai pas là. Je te dirai ce que j'allais dire hors d'onde. Tiens, j'irai pas là. On est amis pour ça. Ouais, c'est ça, exactement. C'est que ça pourrait vraiment partir sur une dérape si je le dis. Puis je me dis, n'allons pas en dérape quand même. C'est le balado officiel de la LHJMQ. Exact. On a beaucoup à se parler. Il reste 4 à 5 matchs là, aux saisons régulières des différentes équipes de la LHJMQ. Donc, on est dans le crunch et à peu près tout au sommet du classement est à régler. Les courses aux différents honneurs individuels sont à régler. Les positionnements en série sont à régler. Et les Saguenayens de Chicoutimi ont l'air complètement inarrêtables. Depuis une défaite face aux Phoenix de Sherbrooke, la séquence en cours, au moment où on se parle, des Saguenayens de Chicoutimi, victoire de 13-1 face à Drummondville. Première équipe en ce moment de l'association Ouest. 10-3 face à Rimouski, 7-0 face à Gatineau, 14-2 face à Charlottetown, 10-0 face à Victoriaville. Donc, dans les 5 derniers matchs, 4 rencontres où on a marqué 10 buts ou plus, c'est absolument phénoménal. Ça n'a aucun bon sens. On n'a pas accordé tant que ça. Non, on n'en a pas accordé tant que ça de l'autre côté. Je suis en train de regarder le 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6 buts accordés dans cette séquence-là. 2 jeux blancs. Écoute, j'ai pas réussi à trouver de chiffres officiels à cet effet. Moi, personnellement, ça fait depuis 1999-2000 que je suis à la Ligue. Je me souviens pas d'une telle séquence. J'en ai vu des matchs comme ça. J'ai été sur place à des matchs comme ça. Une telle séquence de domination d'une équipe, je ne me souviens pas avoir vu ça. La raison pour laquelle tu t'en souviens pas, c'est parce que ça fait presque une 50aine d'années qu'on n'a pas vu ça, Max. Ça date de... Tout Jésus! 47 ans, c'est dans les années 70, il y a 3 équipes là, où à peu près qui l'ont fait. Trois-Rivières, Sherbrooke, le record appartient sur une séquence similaire à Sorel. Eux avaient marqué 75 buts. Là, tu te souviendras, c'est l'équipe qui était inarrêtable. D'ailleurs, les Huskies de Rouyn-Noranda, c'était quelque chose comme 25-26 victoires de suite. Là, et tentaient de battre ce record-là en 2018-2019. Ils ne l'ont pas réussi. Ils l'ont égalé, par contre. Alors, c'est cette équipe-là, 75 buts, Sorel, mais ça fait 47 ans qu'on n'a pas vu ça. Et je connais pas ton nom par cœur, mais je sais qu'il y a 47 ans, tu n'étais pas né. Non, je te le confirme.
Je te confirme que je n'étais pas là il y a 47 ans. Je te confirme que tu me parles de la séquence de l'équipe inarrêtable de Sorel, que je le sais. Par contre, tu as dit, tu te souviens? Non, je m'en souviens pas. Non, je comprends. C'est une façon de parler. J'étais pas là. Non, je sais. Mais c'est vraiment phénoménal. Et justement, au dernier épisode de ce balado, on recevait Yannick Jean, le pilote de l'équipe. Et moi, une chose qui m'a marqué, c'est comment la construction de cette équipe-là, les acquisitions qu'on a faites, on n'a pas juste regardé le bottin métaphorique là, de quels joueurs sont disponibles, puis attends, lui il est bon. Non, on est allé chercher des joueurs qui cadraient, des joueurs qu'on savait qui allaient cadrer dans les plans de notre équipe, qui allaient cadrer dans le vestiaire. Et en ce moment, ça paraît sur la glace. La façon dont on gagne nos matchs, la profondeur de cette équipe-là, les deux gardiens qui font le travail, c'est absolument, absolument phénoménal. Si je suis les autres bonnes équipes de la LSJMQ, j'ai très, très peur à l'aube des séries éliminatoires. Moncton a une très belle séquence également. L'Armada de Blainville-Boisbriand aussi va bien. Les Voltigeurs vont bien. Mais justement, les Voltigeurs ont fait partie des victimes des Saguenayens. Et c'est ce qui me fascine. C'est ce qui me fascine. Le sommet du classement cette année est particulièrement relevé. Et tu sais, ce qui est intéressant dans le cas des Sags, tu dis, bon, une équipe qui apporte beaucoup de nouveaux joueurs autour de la date limite de transaction. C'est toujours un petit peu un pari, hein, parce que, bon, est-ce que tu touches à une équipe qui va déjà bien? Est-ce que tu l'améliores? Est-ce que tu t'embêtes sur la chimie? Est-ce que le gâteau va prendre, si on veut? Là, force est d'admettre qu'avec ce qui se passe présentement, la sauce a pris, le gâteau a pris, appelle-le comme tu veux, là, mais ça fonctionne particulièrement bien pour l'équipe de Yannick Jean. Et ce qui est fatigant pour les autres équipes, c'est que tu te dis, bon, quand même qu'on a une avance de 4-0, c'est visiblement une équipe qui a une force de frappe assez incroyable. Il n'y aura aucune avance de garantie là, pour les équipes qui vont affronter les Sags. Alors, ça va être intéressant. Puis en série, je veux dire, on a une équipe bâtie pour gagner, pour aller loin. On a un punch offensif, mais tu sais, à la défense, on a des excellents joueurs également. Je parlais avec des scouts, des dépisteurs, là, pour utiliser le terme français, et je parlais de la défense des Saguenayens. Il y a quelques dépisteurs qui m'ont dit, tu sais, Thomas Lavoie, là, c'est le meilleur défenseur dans la Ligue présentement. Et c'est peut-être le gars qui est le plus NHL ready, le plus près de jouer dans la Ligue nationale. Et je ne sais pas s'il va se rendre. Là. Je ne fais pas une garantie qu'il va se rendre, mais je dis que présentement, il y a beaucoup de gens qui le respectent beaucoup. Il est gros, il peut tout faire sur cette glace-là. Alors, je pense que c'est intéressant et on a peut-être aussi le meilleur gardien du côté des Sags. Alors, on est capable de marquer des buts, on a une défense étanche, on a peut-être le meilleur gardien dans la Ligue Lucas Beckman. Honnêtement, peu importe les adversaires qui vont frapper en série, ils vont être durs à battre, les Saguenay. Tu sais, ces dernières années, puis même l'an dernier, je me souviens au balado, j'en parlais avec toi, j'en parlais avec David, j'en parlais avec Raph. Une des choses que j'aime beaucoup de la Ligue depuis quelques années, c'est par rapport aux années 2000, je trouve que les séries sont meilleurs plus tôt. T'sais, autrement dit, puis c'est même pas... Tu sais, je me souviens, fut un temps où même, tu sais, la NBA était comme ça. Moi, je disais souvent, la NBA, je commence à partir de la deuxième ronde, parce que même la première ronde, dans la meilleure ligue au monde, la façon dont la ligue est faite, la première ronde éliminatoire n'est pas particulièrement intéressante. Je trouve que depuis plusieurs années, c'est pas le cas. Je trouve qu'on a des bonnes premières rondes, on a des bonnes deuxièmes rondes. C'est souvent intéressant dès le début des séries éliminatoires. Et ce que j'ai hâte de voir cette année, je ne le souhaite pas en tant que partisan, mais tu sais, en ce moment, je regarde les avances des Saguenayens, les avances des Wildcats, et t'as l'air d'avoir ces deux équipes-là qui sont loin devant. Et oui, l'Armada est bon, et on en a souvent parlé. L'Armada a eu la particularité qu'on n'a pas eu notre flotte complète, sans mauvais jeu de mots, pour une majorité de la saison. Donc ça, j'ai hâte de voir comment ça va se traduire en éliminatoire. Est-ce que trop rapidement, j'écarte le fait que l'Armada n'est pas dans le groupe que je viens de dire des Saguenayens, des Wildcats? Autrement dit, est-ce que tout nous pointe vers un parcours éliminatoire qui va être Wildcat d'un côté, Saguenay de l'autre, parce qu'on peut s'affronter en finale de ces deux équipes-là, je vous le rappelle, la façon dont les séries sont faites. J'ai hâte de voir. Je nous souhaite des très, très bonnes séries, mais en ce moment, ce sont deux belles machines bien huilées, parce qu'on parle des Saguenayens en ce moment, mais même chose avec les Wildcats de Moncton dans les Maritimes. Puis même, je vais aller plus loin que ça. Tu sais, puis la dernière fois qu'on s'est parlé, toi puis moi, il y a quelques semaines, on se parlait, en dehors du Big Three là, ou du Big Four, là, ce sont qui pourrait venir jouer des troubles fêtes. Et tu sais, tu parlais des séries qui vont être intéressantes dès le début. Tu sais, je regarde une équipe comme Charlottetown présentement, là, qui ont 9 victoires, une défaite à leurs 10 derniers matchs. En gros, là, ils sont en train de, pour utiliser l'expression de hockey, piquer au bon moment. Là. Ils vont vraiment bien.
ils ont un joueur comme Ivan Rabikin qui, sont allés chercher un gars repêché dans la Ligue nationale de hockey qui marche à 2 points par match présentement. Ça, c'est le plus haut ratio de points par match dans la Ligue. Là, Caleb Desnoyers qui va très bien aussi. Mais Ivan Rabikin, présentement, est là. Et tu es un gars comme Nathan League qui va peut-être faire 50 buts cette année. Alors, écoute, moi, là, j'écarterais pas en tout Charlottetown pour venir jouer les troubles fêtes cette année parce que, bon, en plus, on en parlait la dernière fois, ils sont très bien coachés avec un gars qui a énormément d'expérience et qui a toujours bien fait avec ses équipes, Jim Holton, qui a déjà atteint la finale par ailleurs. Il avait perdu contre les Cataractes de Shawinigan, si c'était en 2022, là, si je ne me trompe pas. Mais il reste qu'il y a des équipes qui pourraient venir jouer des troubles fêtes. Et tu regardes Charlottetown, il y a Charlottetown, mais il y a également Terre-Neuve qui pourrait venir jouer les troubles fêtes qui sont bien placés dans le classement. Alors, moi, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver parce que est-ce qu'une équipe pourrait surprendre? Est-ce que de l'autre côté, Rouen pourrait venir jouer les troubles fêtes? Je veux dire, honnêtement, tu sais, moi, je la suis au quotidien, la Ligue, là, et j'aurais de la misère à parier des gros montants sur des séries. Là, on va voir qui va affronter qui. Là, ça pourrait changer, mais il y a plusieurs équipes là, qui pourraient venir jouer peut-être les troubles fêtes dès les premières rondes. Ouais, puis tu fais bien de mentionner le régiment parce que on en a parlé beaucoup cette année. J'ai hâte de voir cette aréna-là en série. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un potentiel de gros avantages de la glace du côté du régiment de Terre-Neuve qui est jamais négligeable dans des circonstances comme des séries éliminatoires. On vient de parler beaucoup de l'Est, là, mais dans l'Ouest, Drummondville, Blainville-Boisbriand, Rouyn-Noranda. 3 points au total séparent ces formations-là. Donc, les Voltigeurs de Drummondville sont au premier rang à 80 points. L'Armada est deuxième à 78. Les Huskies, troisième à 77. Ceci étant dit, Huskies et Armada ont un match en main sur les Voltigeurs de Drummondville. Et je regardais les calendriers de ces différentes formations d'ici la fin de la saison. D'abord, on va avoir un match Blainville-Drummondville. Le match va avoir lieu du côté de Boisbriand, donc au complexe, au centre d'excellence Sport Rousseau. Donc, il y a cette rencontre-là qui va être extrêmement intéressante à surveiller. Dans le cas de Blainville-Boisbriand, ce sera leur avant-dernier match de la saison et Drummondville, il va leur rester, je crois, 2 matchs contre Sherbrooke et Gatineau à la suite de ça. Donc, ce ne sera pas un winner-take-all, un gagnant prend tout, parce que ce ne sera pas l'ultime match de la saison. Par contre, peut-être qu'à la fin, s'il faut que ça se décide sur un point, ben on va peut-être pouvoir entourer là, cette rencontre-là entre les deux équipes en toute fin de saison. Définitivement, là, si vous êtes dans la couronne nord, dans la couronne montréalaise ou peu importe, dans les Basses-Laurentides, bref, le match entre les Voltigeurs et l'Armada de Blainville-Boisbriand, ça va être quelque chose que vous ne voulez pas manquer. Oui, j'ai hâte de voir. Et Justin Caballon, lui, va se rendre à combien de buts? Parce qu'il en a 50. Il aura marqué officiellement l'histoire de la Ligue parce que ça marque toujours l'imaginaire, le 50 buts. Et c'est d'autant plus impressionnant qu'il puisse le faire alors que dans les dernières années, on a réduit le nombre de matchs. Et j'ai hâte de voir parce que les Voltigeurs, c'est une équipe très, très bien structurée, très bien dirigée par Sylvain Favreau. Je te parlais de Jim Holton qui a fait des miracles dans les dernières années avec ses équipes. Je pense qu'il faut rendre crédit à Sylvain Favreau cette année parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait personne qui attendait cette équipe-là aussi haut dans le classement. Là. Je pense qu'on l'attendait vraiment, vraiment plus bas. Et je vais m'inclure, moi, le premier. Là, je veux dire, j'aurais pas pensé que les Voltigeurs se battraient pour le premier rang dans leur association. Vraiment, je suis surpris de ça. C'est une équipe peut-être un peu plus vieille qu'on pense. Par contre, ils ont quand même quelques joueurs de 19 ans. Mais il reste que c'est pas une équipe pactée de talent pur comme l'Armada, comme les Saguenayens, comme les Wildcats. On n'a pas ce type de joueur-là. Il n'y a pas de méga vedette là, du côté des Voltigeurs de Drummondville. Il y a Gardien Larris qui fait très bien, qui risque d'être repêché dans la Ligue nationale. Ça, ne serait-ce que ça peut valoir le déplacement, mais il reste que c'est pas une équipe qui a un talent pur, mais c'est une équipe qui travaille fort, qui est bien dirigée et qui pourrait très bien embêter peut-être le top 3 des équipes de la LHJMQ. Et tu parles des 50 buts de Justin. Il est non seulement le premier dans la Ligue, dans la LHJMQ à avoir atteint le plateau, il est le premier au Canada. Il est le premier dans toute la Ligue canadienne. Et en fait, en date, encore une fois, d'aujourd'hui, il est toujours le seul. Les deux qui le pourchassent sont dans la Ligue de hockey junior maritime Québec, Maxime Massé de Chicoutimi. Nombre de buts qui se marquent, les Saguenayens.
48. Tu dois me dire qu'il va atteindre le 50, mais bon, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant que celui-ci ne soit d'accord avec le prix, comme disait le capitaine Charles Patnaud, commandant du Romano Fafard. Nathan Lee qui a 40... oui. Nathan Lee, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de la faire. Nathan Lee qui est à 46. Et tu parlais de la réduction de match. Le premier joueur qui n'est pas dans la LHJMQ, c'est Cameron Schmid des Thunderbirds de Seattle. Il est à 44, mais il est à 44 en 65 matchs. Donc, tu sais, c'est important de le mentionner quand même. Là. Donc, Justin qui est à 50, et en plus, Justin qui a manqué des matchs en début de saison, il était au camp des Blues de Saint-Louis, donc il est à 50 en 55 en ce moment. C'est absolument phénoménal. Donc, comme je disais, là, je suis pas mal certain que Massé, entre autres, va atteindre le plateau des 50. Probablement également là, que dans d'autres ligues, il y a des joueurs qui vont réussir à l'atteindre. Mais Justin a été le premier à le faire. Et l'an passé, il l'a frôlé. Et il pensait vraiment être en mesure de l'atteindre. Finalement, en toute fin de saison, il n'a pas été capable. Mais là, cette année qu'il le réussisse comme ça, très content pour lui. Je lui ai écrit à Justin pour le féliciter parce que, tu sais, quand même, c'est pas banal, là, 50 buts. Alors, non, j'ai hâte de voir. J'ai l'impression que Maxime Massé, qui en ce moment brûle la ligue, là, pour vrai. Puis, tu sais, je sais plus si c'est avec toi que je parlais de ça, mais dans les prédictions de début d'année, je disais que Maxime Massé allait être un candidat au joueur le plus utile de l'année. Et honnêtement, je vais tomber en bas de ma chaise s'il ne l'est pas. Là. Je sais que les grands spécialistes de hockey vont se réunir dans les prochaines semaines pour décider des trophées, mais je pense que Maxime Massé va assurément être des discussions et ça, il va peut-être même gagner le joueur le plus utile. Bon, il y a quelques autres joueurs qui vont très bien. Là, on peut penser à Caleb Desnoyers. Il a joué moins de matchs, par contre, parce qu'il avait été blessé au début de la saison. Après ça, équipe Canada Junior, mais est-ce qu'il sera considéré quand même? C'est quand même un joueur qui performe de façon magistrale avec les Wildcats de Moncton. Est-ce qu'un gars comme Justin Carbonneau, également à 50 buts, qui a brûlé la ligue toute la saison, lui aussi avec un petit peu moins de matchs à cause des camps d'entraînement au début de la saison, va y arriver, pourrait être considéré assurément. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver dans cette discussion-là. Et ouais, Maxime Massé, je pense que ça pourrait très bien. Et puis tu sais quoi? Tantôt, j'ai failli te faire une référence. Tu parlais de référence. Là. Puis je pensais aux Sags. Ça vient de revenir. Je pensais à Coach O'Ryan, qui coachait les Ducks de Eden Hall, qui disait « faut être bon avec la rondelle et sans la rondelle ». Et ça, je sais que ça te touche. C'est lui qui a changé le jeu de Charlie Conway. Il a changé le jeu de Charlie Conway, qui a accepté de jouer du hockey dans les deux sens de la patinoire. Incroyable. Mais, visiblement, Yannick Jean a réussi à jouer. T'es content de la référence, hein? Ouais, mais c'est parce qu'en plus, là, c'est pas la. C'est quoi? On a ouvert la boîte de Pandore, allons-y. Là. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà le joueur de l'équipe de l'Islande dans le deuxième Mighty Ducks? C'est lui qui joue le goaler. C'est lui qui joue le goaler dans le. Moi, j'avais jamais remarqué ça. J'ai vu ça sur un meme récemment, qu'ils ont juste réengagé le même acteur pour jouer le gardien de l'équipe Varsity dans le 3. Mind blown. Ils ont juste coupé les cheveux. Exact. Et il finit avec Julie de Cat Gaffney, d'ailleurs. Ah, ben, en tout cas, c'est ce qui est sous-entendu. Ben, j'ai écouté. Je t'en parle parce que j'ai écouté les deux en fait semaine. C'est ça. Bravo. T'as bien fait. Trêve de plaisanterie. C'était la parenthèse Mighty Ducks. D'ailleurs, Maxime Massé qui appartient aux Ducks. Tout est dans tout. Bravo. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Tout est splendide. Et on les a vus cette semaine, les Ducks d'Anaheim, pour ceux qui suivent le Canadien de Montréal. Caleb, quand même, t'en as parlé. 200 points en LHJMQ pour Caleb. Mm-hmm. J'aurais vraiment été curieux de voir qu'est-ce qui aurait été le plafond pour Caleb Desnoyers cette saison, parce que, petite règle de 3, là, en ce moment, et tu le dis, il a joué moins de matchs. Caleb est à 40 parties en ce moment. 71 points, 21 buts, 50 passes. Il a atteint donc le plateau des 200 points dans sa carrière LHJMQ. 56 son année recrue en 23-24. 84 en 56 parties l'an dernier. Et là, il est à 71 en 40 petits matchs. Simple règle de 3. Et s'il avait joué le même nombre de rencontres que tout le monde à ce rythme-là, il serait le premier pointeur de la Ligue. Il aurait atteint le plateau des 100 points, Caleb Desnoyers, avec ce genre de performance. Donc, il bâtit vraiment. Et ce que je trouve intéressant, c'est que sa blessure au poignet, là, c'est le genre de choses qui aurait pu l'embêter cette année dans son jeu. Et il en est vraiment rebondi. Et un Caleb Desnoyers en parfaite santé qui fait ce qu'il fait. T'sais, je parlais des Sags tantôt. Là. Attention aux Wildcats de Moncton menés par un Caleb avec le C sur son chandail. On sait que c'est un gars de grandes occasions. 2 conquêtes consécutives du trophée
en LHJMQ, c'est extrêmement rare. Dans toute la Ligue canadienne, on dirait que dans la Ligue de l'Ontario, ça arrive, là, les Knights de London, des fois, les Spitfire de Windsor, de Taylor Hall, je m'en rappelle, au tournant des années 2010, quelque chose qu'ils avaient fait également. Mais c'est extrêmement rare en LHJMQ, une équipe qui réussit ça. Et les Wildcats sont en posture pour être en mesure de peut-être, à tout le moins, aspirer à cet exploit-là très sérieusement. Ben, quelqu'un qui te dit que c'est impossible qu'ils gagnent, je veux dire, ben, t'as pas regardé un match à la LHMQ cette année, là. Je veux dire, tu peux pas les écarter, là. De un, ils ont un coach qui a tout gagné, encore une fois. Je pense qu'il voudrait bien gagner une Coupe Memorial avec une équipe qu'il a coachée toute l'année, parce que la Coupe Memorial qu'il a gagnée, Gardner McDougall, c'était avec les Sea Dogs de Saint John. Il était arrivé entre l'élimination des Sea Dogs il y a quelques années, justement, c'est en 2022 aussi, ça. Et la Coupe Memorial, il avait amené les Sea Dogs à la conquête de la Coupe Memorial. Alors, je pense qu'il voudrait une certaine histoire de rédemption par rapport à ce qui s'est passé l'année passée à la Coupe Memorial, parce que ça n'a pas été un parcours très facile. Là. Le seul match qu'on a gagné, c'était contre l'Océanique de Rimouski du côté des Wildcats de Moncton, et pour le reste, ça a été des défaites et le parcours s'est arrêté assez rapidement. Mais ouais, non, c'est sûr qu'il faut les considérer. Puis là, tu me parles de Caleb, mais tu me parles de tout. Tu sais, il y a une bonne partie de l'équipe qui était là l'année passée, et on a rajouté un Tommy Bly qui brûle la ligue à la défense et qui commence à se faire un nom pas à peu près. C'est un Américain qui va être admissible au repêchage. Il a battu des records cette année dans la LHMQ pour des joueurs recrues. Alors, puis c'est un gars hyper dynamique qui patine vraiment bien. Il va être repêché relativement haut, là, lui, malgré sa petite stature. Alors c'est une équipe qui pourrait très, très, très bien remporter le trophée Gilles Courteau cette année, là, ça c'est sûr. On va suivre ça, on va suivre cette fin de saison, bien sûr, dans la LHJMQ. Prochaine fois que ce balado sera enregistré, ce sera le début des éliminatoires. On va avoir le portrait, on va pouvoir faire le bilan de la saison régulière également. J'ai envie de dire le segment passé du jour, parce qu'il y a tout le temps au moins un petit segment passé. Je voulais juste une petite note là, sur Alexandre Burrows, dont le chandail a été retiré par les Cataractes de Shawinigan. Alex, que j'ai connu à l'époque là, où je produisais l'émission de Jean-Charles à la radio. Alex est un collaborateur régulier de l'émission, alors qu'il jouait encore pour les Sénateurs d'Ottawa. Vraiment un chic type et un gars dont je me souviens très bien, bien sûr, parce qu'il jouait avec les Cataractes en 2000, 2001, 2001, 2002. Maudit qu'on aimait l'haïr à Drummond. Maudit qu'on aimait haïr Alexandre Burrows. Sa dernière année, là, je regarde pour me souvenir, là, 70 points et 184 minutes de punition. Ça, c'est la définition d'un gars que t'aimes quand il est dans ton équipe puis que t'haïs affronter. Alors, très heureux pour lui, un honneur bien mérité. Et ensuite de ça, un gars qui a eu un parcours tellement inspirant. A non seulement passé par la ECHL, mais a quand même fait du temps en ECHL. Et ensuite de ça, la Ligue américaine pour finalement devenir le troisième jumeau Sedin et devenir un gars qui a marqué 20 buts à plusieurs reprises dans la Ligue nationale de hockey, une saison de 30 buts. Un gars vraiment là, qui a eu la belle carrière qu'il a eue à force de travail et son parcours à la JMQ a été un très beau parcours avec les Cataractes à Shawinigan. Écoute, tu parlais, c'est une histoire inspirante, puis c'est une histoire à regarder si tu es un joueur de hockey, parce que, si je ne me trompe pas, lui, il a fait les Cataractes à 19 ans. Alors, on ne parle pas d'un gars qui a fait l'équipe à 16, à 17, à 18, là. Il l'a fait à 19. Ensuite, il a joué à 20. Jamais repêché dans la Ligue nationale de hockey et a frôlé le 1000 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Et comme tu l'as dit, il a joué sur un des premiers trios les plus dominants à son époque, parce que c'était l'époque, les grosses années des Canucks avec Alain Vigneault derrière le banc, les deux Sedin qui brûlaient la ligue, et lui, il était le troisième jumeau, comme tu l'as dit. Et je pense que c'est une histoire plus qu'inspirante pour des joueurs qui se sont fait couper à un camp d'entraînement. Et il y en a dans la ligue, là, justement, j'en ai fait une entrevue avec un joueur de Gatineau récemment qui s'est fait couper 2 fois, un petit gars de Gatineau, Ali, pour ne pas le nommer. Et puis, j'étais quand même impressionné parce que tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Tu peux te faire couper 2, 3 fois comme un gars comme Alex Burrows, puis finalement, ben, tu te retrouves et tu joues 1000 matchs dans la Ligue nationale de hockey puis tu n'as jamais été repêché. T'sais. Ouais, puis tu sais, à ce balado, à date cette année, on a quand même reçu beaucoup de joueurs non repêchés. Je pense à Justin Larose, je pense à Thomas Verdon. Là, je parle bien sûr dans la Ligue nationale de hockey, là, des joueurs non repêchés dans la Ligue nationale de hockey passé leur année de repêchage.
Oui, effectivement, également. Donc, tu sais, il y en a eu plusieurs. Dans les prochains instants, je vais m'entretenir avec Renaud Poulain. 19 ans, ça a arrêté l'an dernier, son année de repêcheur. Après ça, à 19 ans, tu peux peut-être encore te faire repêcher cette année, sait-on jamais. Mais bref, à sa première année d'éligibilité, n'a pas été choisi. Et chaque fois que j'interviewe ces jeunes-là, c'est quelque chose qui revient beaucoup de, tu sais... ce n'est que le début, puis tu sais jamais, puis après ça, les portes qui s'ouvrent à eux et tout ça. Il faut pas oublier ça, tu sais. Une ligue comme la LHJMQ, c'est vraiment une ligue, de développement, mais c'est aussi une ligue, justement, c'est un tremplin qui peut te mener vers d'autres ligues après ça, et on sait jamais ce qui va arriver. Et je pense que c'est quelque chose que les entraîneurs et les directeurs généraux, les organisations de la Ligue de hockey junior maritime Québec font bien de rappeler à leurs joueurs. Je pense qu'ils le font bien, le message semble passer. Et tu sais jamais ce qui peut arriver. Tu sais, as des Jonathan Marchessault en ce moment dans la Ligue nationale de hockey, tu as des Yannick Gourde qui sont dans ces situations-là aussi. Et c'est le fun tout le temps de se souvenir de ça. C'est lui qui n'est pas passé par la LHMQ, mais c'était quand même un autre exemple de ce genre-là de persévérance, si on veut. Oui, tout à fait. Donc, comme quoi, on sait jamais. Peut-être qu'un jour, ça va être des joueurs actuels qui vont voir leur chandail retiré. J'avais oublié qu'ils portaient le 41, par contre, avec les cataractes. Moi, quand Max, j'ai vu ça, j'ai fait le saut. Moi, Max, je continue de croire en toi. Et là, on devrait finir là-dessus. Moi, je crois en toi, tu vas y arriver. Si tu avais vu ma performance dans ma ligue de garage hier, tu croirais pas en moi, mon ami. Juste un tout petit mot quand même parlant de Shawinigan. La Coupe LHJMQ qui regroupe les espoirs qui va être maintenant du côté de Shawinigan. Mm-hmm. Ouais, on va faire l'annonce dans les prochains jours, là, au moment où on enregistre le podcast. Et c'est toujours ça, c'est intéressant parce que c'est un événement où on regroupe les meilleurs joueurs admissibles au prochain repêchage de la LHJMQ. C'est vraiment un espèce de showcase, comme on dit, là. Puis il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par ce tournoi-là et ces différentes branches-là du tournoi, parce qu'il y a quelques branches, il y en a une, il y en a à peu près à toutes les parties de la saison, là, au début de la saison dans les maritimes pour des joueurs des maritimes. Après ça, à Châteauguay, au tournant tout près de Noël, là, il y a beaucoup de joueurs qui se sont fait voir là, et qui se sont développés là, dans ces équipes-là, autant pour des joueurs de haut niveau là, que peut-être des joueurs qui jouent un midget espoir ou M18 espoir là, pour pouvoir attirer l'œil des dépisteurs de la LHJMQ et peut-être même éventuellement jouer dans la LHJMQ. Il y a une bonne partie de ces joueurs-là qui se retrouvent dans ces tournois-là, qui finissent éventuellement par jouer dans notre ligue. Donc oui, ça va être à Shawinigan. Dans les dernières années, ça se passait, cette branche-là, à Blainville. Cette année, ce sera à Shawi. D'ailleurs, un de mes arénas préférés, je dois avouer, là, à Shawi. Là, c'est vraiment un bel aréna d'hockey junior également là-bas. Là, la bonne grosseur, la bonne ambiance. Je trouve que c'est vraiment cool là-bas. Oui, un aréna récent qui est de toute beauté du côté de. Et les matchs seront diffusés par ailleurs. On travaille là-dessus. La demi-finale et finale seront diffusées. Oh, très bien. On va suivre ça. Content de l'entendre. Alex, toujours un plaisir. Un plaisir pour moi aussi. Prochaine fois qu'on se parle, ce sera en série, c'est-à-dire le moment le plus agréable de la saison. On va peut-être même pouvoir faire ça en short. Ah non, mais on devrait le faire ensemble à l'aréna. En short? Ben, pourquoi pas? Moi, je suis pas barré sur les shorts. Deal. Salut, Alex! Et on poursuit la discussion maintenant. Il me fait plaisir d'accueillir aujourd'hui des voltigeurs de Drummondville, Renaud Poulain, qui se joint au podcast pour la première fois. Renaud, comment ça va? Ça va super bien, merci. Renaud, on parle de vous très souvent au podcast. D'abord, je m'en cache pas, partisan des voltigeurs de Drummondville ici. J'ai habité à Drummondville pendant 6 ans quand j'étais jeune. Et on parle souvent de vous parce que votre saison est vraiment incroyable. Au moment où on se parle, vous êtes au premier rang de l'association de l'Ouest. C'est quoi le mood? C'est quoi le vibe au sein de l'équipe? Je suis convaincu là, que ça doit être un beau printemps qui commence à Drummond. Ah, le mood est excellent. Comme tu dis, les gars, c'est la saison qui finit bientôt. Fait que on commence à avoir vraiment hâte que les séries commencent à Drummondville. Je suis curieux, Renaud, c'est ta 3e saison. Comment tu vis ça comme vétéran? Tu sais, dans le hockey junior, on le sait, c'est cyclique. Toi, tu as eu la chance, ton année recrue, participation à la Coupe Memorial. L'an dernier, on savait pas trop à quoi ça allait ressembler. Finalement, une autre très bonne saison. Malheureusement, blessure à votre gardien en première ronde éliminatoire. Peut-être que le parcours éliminatoire en tant que tel n'a pas été aussi long que vous l'auriez voulu, mais encore une belle saison. Et là, cette année, je pense au mois de novembre, là, Sylvain Favreau, ton coach, était au podcast, puis là, à un moment donné, il s'est un petit peu échappé. Il disait, je veux pas dire le mot reconstruction, mais tu sais, année de transition. Comment toi, comme vétéran, c'était peut-être ça les attentes au début de l'année, puis là maintenant, tu as eu une autre belle saison où vous compétitionnez pour le sommet de l'association. Comment tu vis ça?
Ben, c'est sûr, c'est comme tu dis, on dirait que j'ai jamais vécu de reconstruction vraiment après notre grosse année, l'année qu'on a gagné la coupe. C'est comme, je m'attendais à, tu sais, comme les autres équipes, que l'équipe allait se vider, qu'on allait faire le plein de choix de repêchage, puis tout, mais vraiment, c'était pas ça la philosophie à Drummondville. C'était d'être bon à chaque année. Puis même cette saison, on savait qu'on allait avoir beaucoup plus de jeunes, puis qu'on allait être beaucoup moins d'expérience, mais on a continué pareil à pousser dans une direction qu'on pouvait finir des meilleures équipes pareil. Puis pour l'instant, ça marche bien. Puis en tant que joueur, c'est le fun de ne pas avoir à vivre des années plus difficiles que tu finis le bas de classement. Là, c'est le fun parce qu'on peut. À Drummondville, ça fait 3 ans que je suis là, puis ça fait 3 ans qu'on est dans le top 4, top 5 des meilleures équipes de la Ligue. Fait que c'est rare que ça l'arrive, mettons là. Tu fais certainement partie du groupe de leadership en tant que vétéran. Comment, justement, auprès de vous, les joueurs un peu plus établis, a évolué peut-être le message de la part des coachs et de la direction, justement, de cette année, on veut que vous épauliez les jeunes à hey, cette année, on a une jeune équipe, mais on a une bonne jeune équipe. Comment cette évolution-là s'est peut-être faite pendant l'année? J'imagine que ça s'est fait organiquement avec les résultats, mais est-ce qu'il y a quand même eu un petit changement au fil une fois que vous êtes rendu compte, hey, c'est pour vrai, de la part du groupe d'entraîneurs? Ben, je pense que c'est sûr que les nouveaux qui sont arrivés, on les a vraiment bien accueillis, puis ils ont vraiment bien fité dans le moule de l'équipe. Fait que je pense que ça l'a vraiment aidé. Cette saison, on a vraiment un groupe qui est uni, puis on a une bonne chimie d'équipe. Fait que je pense que le fait que nos jeunes puis nos nouveaux joueurs se sont bien acclimatés à la nouvelle équipe, je pense que ça l'a vraiment aidé à chez l'équipe en soi où qu'elle est en ce moment là. Tu parlais du fait que tu n'as jamais vécu de creux de vague avec les voltigeurs. Qu'est-ce qui crée ça, selon toi? Ça fait 3 ans, puis tu avais joué, je pense, 4 parties là, avant ça, ta dernière année dans le M18. Qu'est-ce qui se passe, point de vue culture organisationnelle? Qu'est-ce que tu crois qu'il y a dans cette organisation-là qui explique ça, que vous êtes capable de réaliser ça année après année? Ben, c'est ça. Je pense que c'est une histoire de culture, comme tu as dit. Là, c'est dans nos habitudes de travail. On a vraiment une équipe qui travaille fort. Puis, on est bien structuré, on est bien coaché. Puis, ça fait 3 ans, Sylvain, il est là, puis c'est la même affaire à chaque année. On travaille fort. Puis, les autres équipes contre qui on joue, c'est ça qu'il dit aussi. Ils ont de la difficulté des fois à jouer contre nous autres parce qu'on est une équipe qui est difficile à jouer contre. Puis, je pense que c'est ça qui fait notre succès, là. Je lisais une entrevue avec toi là, dans un journal local un peu plus tôt. Tu sais, quand on regarde votre formation, vous n'avez pas quelqu'un qui est dans le sommet des marqueurs de la Ligue, quoi que ce soit. Il y a Jesse Alechiel qui est à 63 points. Toi, tu vas peut-être atteindre le plateau des 30 buts de ton côté cette saison. Tu es à 50 points. Mais vous êtes les 2 meilleurs marqueurs de l'équipe. Quand j'avais parlé à Sylvain, justement, il parlait de l'importance que tout le monde ait son rôle au sein de la formation. Dirais-tu que c'est ça qui fait peut-être une différence, puis qui le rend bon comme entraîneur, qui est capable vraiment de trouver des rôles à tout le monde au sein de la formation? Ouais, je pense que tout le monde a un rôle qui est bien défini dans l'équipe. Puis je pense surtout que notre profondeur, elle nous aide beaucoup. Tu sais, je pense que tu regardes les 4e lignes, puis dans les autres équipes versus notre équipe, je trouve qu'on est vraiment supérieur. Puis, tu sais, c'est ça, notre attaque vient pas seulement d'une ligne, tu sais. Des soirs, c'est la première ligne, des soirs, c'est la deuxième, d'autres, la troisième, tu sais, c'est vraiment diversifié. On a plusieurs marqueurs, on a comme quasiment tous nos attaquants ont marqué 10 buts cette saison, tu sais, Ouais. on a vraiment, ça vient de partout, fait que c'est ça qui est le fun, c'est pour nous autres, parce que c'est difficile pour l'équipe de prédire qui va scorer, puis parce que tout le monde peut le faire, là. Depuis que tu es là, la position de gardien est importante pour votre formation. T'attendais-tu à ce que Yann Laris, la recrue devant le filet, soit aussi bon cette saison? Non, honnêtement, à 17 ans cette saison, tu sais, avant le début de la saison, je me disais, ouais, ça va peut-être être difficile, tu sais, un 17 ans euro, tu sais jamais à quoi t'attendre, si ça va être facile pour commencer. Mais pour le vrai, dès son premier match, là, tu le savais que tu le voyais à quel point c'est un gars qui t'a confiance. Puis c'est ça que pour les joueurs, c'est ça qui nous donne la confiance. Là, c'est ça que tu veux de ton goaler. Puis quand il a un but, nous autres, on est vraiment confiants là, parce qu'il fait le travail là, jusqu'ici. Quand tu regardes ce qui s'est passé à travers la Ligue puis les équipes qui visent vraiment
un championnat cette année que ça soit amélioré. T'sais, les Saguenay de Chicoutimi font flèche de tout bois en ce moment, les Wildcats. Vous battez de votre côté avec l'Armada de Blainville-Boisbriand pour le sommet de l'Ouest, mais l'Armada, on le savait avant la saison, c'est une équipe qui est dans cette période-là du cycle, c'est monter une équipe. Comment vous regardez ça, ces formations-là? Est-ce que malgré le fait que vous êtes au sommet présentement de l'association, est-ce que vous vous mettez vous-même une petite chip sur les épaules, un petit feeling de David contre Goliath quand vous vous retrouvez contre les autres bonnes formations du circuit? Non, on se met pas de pression sur les épaules. Puis comme tu dis, justement, comme David contre Goliath, ça va peut-être une motivation pour nous autres parce que, justement, on n'est pas allé all-in comme ces équipes-là. Mettons, on n'a pas acheté beaucoup de joueurs et tout. Fait que c'est peut-être de causer une surprise contre ces équipes-là puis de jouer la underdog story, là. En conversation avec Renaud Poulain des Voltigeurs de Drummondville. Renaud, je veux qu'on parle de toi maintenant sur le plan individuel. Je le disais, tu vas peut-être toucher le plateau des 30 buts cette saison. C'est tout à fait dans la mire, une 50aine de points. Tu as vraiment pris un gros pas offensif cette saison. Est-ce que c'était dans tes objectifs comme joueur de 19 ans d'être capable de prendre ce rôle-là offensif un peu plus? Puis, comment t'aimes ça? Remplir le filet un peu plus cette année? Ouais, c'est sûr, c'est dans mes objectifs. Dans mon entraînement estival, j'avais des grosses attentes pour mon année de 19 ans. C'est une année que tu arrives à pleine maturité dans la GMQ. Fait que pour moi, c'était important d'avoir une bonne saison. Puis, comme j'ai dit tantôt, d'appuyer les nouveaux, les jeunes, pour que l'équipe ait une bonne saison aussi. Fait que, ouais, j'aime vraiment ça. J'ai beaucoup d'opportunités à Drummondville. C'est ma 3e saison. Fait que, je m'entends bien avec tous les gars, le groupe d'entraîneurs. Fait que ça me permet de performer plus offensivement puis de faire plus de points. Puis, j'aime bien ça, là. Tu as été nommé joueur étudiant de la Ligue au mois de janvier. Moi, c'est quelque chose que j'aime toujours surveiller. Puis, des fois, on peut avoir tendance à l'oublier parce que dans la LHJMQ, tu ne représentes pas une école en tant que telle, là, mais la conciliation hockey-études est très importante et elle l'est de plus en plus. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été important pour toi d'être capable de conjuguer les deux? Comment tu t'y prends également, peut-être, là, pour les jeunes qui écoutent, pour être capable d'être bon à l'école et d'être bon sur la glace en même temps? Exact. Ça a toujours été important pour moi. C'est tout le temps ce que mes parents m'ont dit, que l'école, ça passe avant le hockey. Puis, depuis je suis habitué là, parce que j'ai fait tout mon secondaire en sport-études. Fait que ça nous habitue bien à concilier les deux. Puis là, c'est sûr, au cégep, il y a plus de devoirs qu'au secondaire, puis il y a plus de trucs à faire à la maison. Fait que c'est juste de bien manager ton temps, puis de bien te communiquer avec tes professeurs pour savoir qu'est-ce que tu as manqué quand tu passes à la route ou des choses comme ça. Fait que je te dirais que si tu travailles bien puis t'es bien à tes affaires avec tes professeurs et tout, ben t'auras pas de problème nécessairement. Tu t'es déjà engagé pour, pas la saison prochaine, l'autre d'après en NCAA avec l'Université de Northeastern. D'abord, félicitations. Je suis convaincu là, que ça va être une belle expérience pour toi. Parle-moi justement maintenant de cette possibilité pour vous, les joueurs de la LHJMQ, de faire votre parcours. Dans ton cas, tu t'es engagé dans 2 ans, donc j'imagine que tu veux revenir faire ton année de 20 ans l'an prochain. Le fait qu'il y ait cette opportunité maintenant, surtout comme pour un bon étudiant athlète comme toi, tu sais, à mon époque, souvent, les joueurs, il fallait prendre la décision beaucoup plus tôt, puis il fallait choisir un ou l'autre. Et maintenant, de pouvoir faire son bon cheminement ici, rester près de chez nous. Aussi, des fois, c'est pas tout le monde. Tu sais, toi, je sais que tu viens de Nicolet, donc Nicolet de Drummond, c'est pas loin. De pouvoir le faire un peu plus tard puis de pouvoir parfaire ton développement et ensuite peut-être faire un saut universitaire. Donc, comment tu as pris cette décision-là puis à quel point justement maintenant le fait de pouvoir le faire après le parcours junior, ça a joué un rôle pour toi? Ben, pour le reste, c'est un excellent timing, là, la nouvelle règle là, pour les joueurs qui finissent leur carrière junior. Ça te donne plus d'opportunités. Souvent, il y en a qui étaient obligés d'aller jouer U Sports parce qu'il n'y avait pas de contrat professionnel sur la table. Fait que, ben, pour nous autres, c'est juste une nouvelle opportunité, puis c'est une ligue qui est plus compétitive. Fait que c'est ça, ça nous ouvre des portes. Fait que moi, je suis très content d'aller là-bas parce que ça donne un autre 4 ans pour te faire voir, puis de compétitionner dans une ligue qui est supérieure. Fait que j'étais vraiment content, puis en plus, tu l'as dit, les études là-bas, c'est des bonnes écoles, c'est renommé, tu sors d'un diplôme de ces écoles-là, tu sais, t'es bien après pour ton futur travail, fait que
non, c'est vraiment une opportunité en or pour moi, puis je suis vraiment content de m'avoir commis, là. La question qui tue, est-ce que tu sais déjà vers quoi tu t'enlignes dans tes études, Renaud? Non, j'ai regardé, mais non, je suis pas set encore sur qu'est-ce que je vais faire. Puis comme je t'ai dit, l'année prochaine, je reviens à 20 ans. Mhm. Fait que il me reste une autre année pour y penser. Puis, mais je regarde un peu en ce moment, là. Pourquoi Northeastern? Est-ce que tu as regardé plusieurs universités? Puis qu'est-ce qui fait que tu as arrêté ton choix sur cette université-là? Ben, il y a un gars dans mon équipe, Owen Keefe, son père, Mhm. il coach là-bas. Fait qu'il m'en a parlé en bien, tu sais, il m'a parlé du campus, de la ville, j'ai vraiment accroché. Boston, ça. Tu sais, moi, je vis à Nicolette, fait que j'ai jamais vécu dans la ville, puis là, de le faire, je pense que ça va être une belle opportunité pour moi. Je trouve que ça a vraiment l'air de, comme je t'ai dit, une belle place. Puis le côté Hockey East, c'est des meilleures associations. Fait que comme, tu sais, je peux pouvoir jouer contre les meilleurs, puis m'améliorer, puis me faire voir encore plus si je joue dans le Hockey East. Fait que j'étais vraiment, vraiment content. Tu as hâte de jouer dans le fameux Bean Pot? Vraiment, ouais, j'ai regardé cette année. Je savais pas trop c'était quoi avant. J'avais vu des vidéos et tout, mais là, je me suis vraiment mis à regarder ça, puis ça a l'air vraiment le fun. Parlant du Bean Pot, vous avez joué dans une espèce de compétition semblable, les équipes du Centre de Québec / Estrie, là, parce que bien sûr, il y a Sherbrooke, donc vous, les Cataractes, les Tigres et le Phoenix de Sherbrooke. Comment tu as vécu le tournoi extérieur que vous avez joué, toi, comme joueur? Sur l'expérience de jouer extérieur, mais aussi le petit tournoi au sein de la saison. Moi, je trouve que c'est une excellente idée, justement, surtout à ce moment-là de l'année où le high un petit peu du début de saison est terminé, puis c'est une longue saison de hockey. Comment tu as aimé ton expérience dans cette classique hivernale à Trois-Rivières? Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Tu sais, moi, je viens de Nicolette, comme j'ai dit, Ouais. fait que Trois-Rivières, c'est là que j'ai joué mon hockey quand j'étais plus jeune, fait que c'était vraiment, j'étais vraiment content. C'est rare que tu joues des matchs extérieurs, puis c'est différent. Ça rajoute un petit kick à ta saison, comme tu as dit, là. Ça rajoute un peu de compétition à l'interne parce que, oui, c'était 2 matchs de saison régulière qui comptaient comme des 2 matchs de saison régulière, mais c'était un mini tournoi qui était fait. Fait que, tout le monde voulait le gagner, pareil. Puis, vu qu'on l'a gagné, c'est encore plus le fun. 2 belles victoires. Les gars, on a vraiment, vraiment eu du plaisir. Puis, jouer dehors, on dirait que tu jouais la game comme tu étais à la patinoire extérieure, tu n'avais pas de pression, on dirait que c'était vraiment différent, c'était quelque chose d'unique, puis moi j'ai vraiment aimé ça. La qualité de la glace sur 10, c'était à combien? Un bon 8. Wow! Il y a une journée que c'était plus enneigé, la glace pognait plus de neige, mais honnêtement, moi j'ai trouvé la glace vraiment belle. Nice. C'est le fun. C'est tout le temps un enjeu. Même avec tous les moyens parfois de la Ligue nationale de hockey, la qualité de la glace dans ce genre d'événement-là, c'est tout le temps un enjeu. Puis de toute façon, un match où il y a plus de neige, c'est le fun. Ça ajoute un petit peu à la magie. C'est ça. Renaud, il vous reste à peu près, vous êtes à 60, donc il vous reste 4 rencontres d'ici la fin de la saison. 2 points devant l'Armada de Blainville-Boisbriand. C'est quoi le mot d'ordre à Drummond pour aller le chercher, ce premier rang-là de l'association, puis se donner vraiment le meilleur tableau des séries possible? C'est de continuer dans ce qu'on fait, de travailler, d'avoir des bonnes habitudes. Puis si tu fais les bonnes choses comme ça, ben les victoires vont arriver. C'est pas nécessairement à ce temps-ci de l'année, là, c'est facile de tomber dans le piège de regarder juste victoire, défaite, mais l'important, c'est de se préparer pour les séries. Fait que peu importe ce qui arrive, on va être prêt. Puis en fin de semaine, on a 2 gros matchs, puis on va en avoir 2 autres la semaine prochaine. Puis c'est juste de garder un match à la fois pour se préparer le mieux possible pour les séries. Renaud Poulain, merci énormément de t'être joint à nous aujourd'hui. C'est super apprécié. Bonne fin de saison régulière et bon parcours éliminatoire également. Je vous en souhaite un long puis au plaisir de se reparler. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde d'avoir été là pour cette autre édition du Balado aux 4 coins. Merci à Alex Régimbal pour sa participation à l'émission. Merci également à Renaud Poulain d'être passé au micro en entrevue. Merci spécial, comme toujours, à Raphaël Doucet pour la coordination. On se reparle là, dans 2 semaines alors qu'on va y être le tournoi printanier. On va pouvoir le mettre la table pour toutes les séries dans la LHJMQ. Je vous rappelle de vous abonner à la page YouTube de la Ligue si ce n'est pas encore fait. Laissez une mention j'aime sur cet épisode. Et sinon, on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion. Donc, vous pouvez également allumer les notifications, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez vos
podcast. Mon nom est Maxime Vanout, merci d'avoir été là tout le monde et on se reparle lors du prochain épisode d'Aux Quatre Coins.